Welcome to The French Time, where learning French becomes easy and fun. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut donner des sueurs froides à quiconque pose ses valises en France. Ah ouais, un très gros morceau. Ouais, la maîtrise du français administratif. On a tous en tête cette image, tu sais, la montagne de formulaires à remplir. Ah, les fameux formulaires en 3 exemplaires, ouais. C'est ça. Les acronymes incompréhensibles, les guichets fermés jusqu'à on arrive. Bref, pour cette exploration, on a consulté des documents qui s'appuient sur un guide d'apprentissage vraiment incroyablement riche. Tout à fait. C'est un manuel de niveau A2, rempli de dialogues authentiques et de vocabulaire très quotidien. Et notre mission aujourd'hui, c'est d'utiliser tout ce matériel pour décortiquer des situations de la vie réelle. Des situations qu'on ne peut pas éviter, en fait. Exactement. On va se concentrer sur 2 piliers absolus, la banque et la poste. L'objectif, c'est de donner les clés et surtout la confiance à toute personne qui nous écoute et qui doit naviguer dans ce système. Et pour bien faire les choses, on a décidé de prendre notre temps. Ouais, c'est essentiel. Je vais essayer de parler lentement, de bien détacher les mots importants. On va répéter les termes clés avec des exemples simples, parce que c'est comme ça qu'on retient, non? Absolument. Et ce qui est fascinant ici, c'est que la langue administrative demande une précision chirurgicale. Chirurgical, c'est le mot. Chaque mot a un poids. Chaque expression a une fonction spécifique, presque juridique en fait. C'est vraiment une langue dans la langue. Et souvent, on a l'impression que l'administration complique les choses exprès. Oh que oui, on a souvent cette impression. Mais en réalité, cette rigueur reflète une culture qui accorde une immense importance à la trace écrite, à la preuve tangible, à la procédure formelle. Donc, comprendre ce vocabulaire, c'est pas juste apprendre des mots compliqués. C'est décoder la société française. Exactement, c'est véritablement décoder son fonctionnement. Bon, décortiquons tout ça. La première grande étape pour s'installer, c'est de comprendre l'écosystème bancaire français. Avant même de pousser la porte d'une agence, faut savoir où on met les pieds. Ouais, il y a pas mal d'options. Et le guide qu'on a étudié dresse un panorama très clair. Le paysage s'articule d'abord autour de très grands acteurs historiques, des institutions omniprésentes. On y retrouve des noms comme BNP Paribas, la Société Générale. Le Crédit Agricole. Voilà, LCL, le CIC. Ces banques-là, elles ont des agences physiques à presque tous les coins de rue. Et puis, il y a la Banque Postale qui occupe une place tout à fait unique. On y reviendra en détail plus tard. Promu, on y revient. Mais les sources soulignent aussi une évolution majeure, l'émergence des banques en ligne. Ouais, ça change tout ça. Des établissements comme Boursorama, Hello Bank, N26. Là, il n'y a aucune agence physique, tout se gère depuis un smartphone. Et une fois qu'on a choisi sa banque, on se retrouve face au choix du compte. Et là, pour garder les choses très simples, le matériel propose des images concrètes. De très bonnes images, oui. Le compte courant, ce qu'on appelle aussi parfois le compte chèque, c'est l'équivalent du portefeuille qu'on garde dans sa poche. C'est pour le quotidien. Voilà, payer les courses, régler le loyer, recevoir son salaire. C'est un compte de transit. À l'inverse, le compte épargne, La fameuse épargne. c'est la tirelire, l'endroit sécurisé où l'on met l'argent de côté pour ne pas y toucher. Et les documents mentionnent le livret A, par exemple, qui est très populaire. Cette distinction entre le portefeuille et la tirelire, c'est la base. Mais pour obtenir ce portefeuille, ce compte courant, faut franchir la première épreuve, le dossier d'ouverture. Ah, le dossier. Et c'est là que la culture de la preuve prend tout son sens. Faut une pièce d'identité valide, bien sûr, un justificatif de revenu, comme un bulletin de salaire. Mais la pièce maîtresse, celle qui bloque tout le monde, Le justificatif de domicile. exactement. Et les sources insistent lourdement, il doit obligatoirement dater de moins de 3 mois. Moins de 3 mois. C'est crucial. On pourrait se dire, une facture d'électricité d'il y a 5 mois, ça prouve que j'habite là. L'administration n'est pas d'accord. Non, pas du tout. Le système exige une preuve actuelle. Si le document a 3 mois et 1 jour, c'est refusé. Le dossier est mis en attente. La date est presque plus importante que le document lui-même. Ça montre que l'administration exige une certification du présent. Ouais. Et une fois ce dossier validé, il y a un vocabulaire de survie à acquérir. On va y aller doucement. Prenons le mot virement. Virement. Très important. C'est l'action de transférer de l'argent d'un compte à un autre électroniquement. Ensuite, le solde. Le solde, c'est simplement l'argent disponible sur le compte à l'instant T. Et si on dépense trop? Voilà. Si on dépense plus que le solde, on entre dans le découvert. Découvert. C'est quand le solde est négatif. Et ça implique des frais.
Virement, solde, découvert, ce sont les mots de tous les jours. Mais il y a un autre acronyme, un truc qu'on demande sans cesse en France, le RIB. Ah, le RIB. R-I-B. Le relevé d'identité bancaire. C'est probablement le document le plus échangé dans la vie administrative française. C'est la carte d'identité du compte. Qu'est-ce qu'on trouve dessus exactement? 2 codes internationaux. L'IBAN, le numéro d'identification international, et le BIC, qui identifie la banque. Sans un RIB, c'est matériellement impossible pour un employeur de verser un salaire. Ou pour payer ses factures d'électricité automatiquement. C'est vraiment le document central. Alors voyons comment ça se passe dans la vraie vie. Le manuel illustre ça avec Sophia, une étudiante étrangère à la banque. Oui, très bon dialogue. Sa toute première phrase au conseiller, c'est « Je voudrais ouvrir un compte ». Et ça a l'air banal, mais c'est un code culturel énorme. On pourrait penser que c'est juste de la grammaire. Mais ce verbe au conditionnel, c'est la clé de l'administration. Le fameux « je voudrais ». Dire « je veux ouvrir un compte » serait perçu comme un ordre, presque agressif. Le conditionnel adoucit tout. Il montre qu'on sollicite un service, qu'on respecte l'institution. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Sophia présente son dossier. Le justificatif est récent, et le conseiller dit la phrase magique. « Tout est en ordre ». Le grand soulagement. Quel bonheur d'entendre ça. L'expression « tout est en ordre » signifie que le contrôle minutieux est terminé. Chaque pièce du puzzle est à sa place, la machine est en route. Mais l'histoire continue. Il lui dit qu'elle va recevoir sa carte par courrier sous quelques jours ouvrés. Jours ouvrés. Faut vraiment clarifier ça. C'est source de tellement de malentendus. La différence entre jour calendaire et jour ouvré est vitale. Explique-nous ça posément. Un jour ouvré, c'est un jour dédié à l'activité professionnelle normale, donc on exclut les week-ends et les jours fériés. Concrètement, si on vous annonce un délai de 5 jours ouvrés, un vendredi. On pourrait se dire « Super, samedi, dimanche, lundi, mardi, ça arrive mercredi, ok ?» Or, pas du tout. Le samedi et le dimanche ne comptent pas. Le compteur s'arrête le vendredi soir et reprend le lundi. Les 5 jours seront donc lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. La carte n'arrivera que le vendredi suivant. C'est bon à savoir pour éviter la frustration. Heureusement, avec les cartes virtuelles sur téléphone, on peut souvent faire des achats en attendant. Mais le guide propose aussi un scénario de crise. Le cas d'Ahmed? Ouais. Ahmed appelle sa banque en panique. Carte bloquée. Il a tapé 3 fois un faux code secret. Si on relie ça au contexte global de la sécurité, la réaction de l'employé est fascinante de rigueur. Elle ne traite pas la demande tout de suite. Surtout pas. Elle établit une barrière de sécurité. Elle lui demande de confirmer oralement sa date de naissance et son adresse complète. Et c'est pas fini. Quand il demande son solde, elle ajoute un deuxième niveau de vérification. Elle demande le montant exact de sa dernière opération. Ahmed se souvient qu'il a payé des courses au supermarché. 23,50 €. 23,50 €. Et c'est grâce à ce chiffre précis qu'elle lui donne l'information. La banque a pour mission de protéger les fonds, quitte à être bureaucratique. Et pour la carte d'Ahmed, la règle est sans appel. Faut générer un nouveau code secret. Ça prend 48 heures minimum. Il n'y a pas de magie instantanée quand il s'agit de sécurité. Et cette rigueur, on la retrouve partout. Ce qui nous amène à une autre institution monumentale. La Poste. Avec un L majuscule et un P majuscule. Toujours. C'est pas juste un livreur de colis. C'est un détail qui en dit long. C'est un service public historique, un pilier de la société. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le réseau héberge la banque postale. Le fameux filet de sécurité. Oui, la banque postale a un mandat de service public. Elle doit proposer des services bancaires de base à tous les citoyens, même ceux refusés par les autres banques. Mais bon, au quotidien, aller à la Poste, c'est surtout pour envoyer un truc. Le manuel nous montre Marie qui veut envoyer un colis. Et là, on a 2 grandes options. Le Colissimo et le Chronopost. Voilà. Marie a un colis qui pèse 1 kg et 200 grammes, 1,2 kg. L'employé lui explique les tarifs. Le Colissimo, c'est l'offre standard, livraison en 2 jours ouvrés. Dans ce cas, ça coûte à Marie 8,05 €, 8,05 €. C'est l'option économique. Et l'alternative, c'est le Chronopost. Là, on est dans l'express. L'urgence absolue. L'engagement, c'est une livraison dès le lendemain, généralement avant 13 heures. C'est un service premium, donc significativement plus cher. Et peu importe l'option, faut remplir l'étiquette. Et là, il y a 2 mots à prononcer très lentement et à ne jamais confondre. Expéditeur, l'expéditeur. Et destinataire, le destinataire. Ne jamais les inverser. Surtout pas. L'expéditeur, c'est la personne qui est à l'origine de l'envoi.
c'est celle qui paye. Le destinataire, c'est la destination. C'est la personne qui reçoit le colis à la fin. Si on inverse, on crée une situation complètement absurde où on paye pour s'envoyer un colis à soi-même. Un aller-retour payant pour rien. Et pour les lettres simples, les sources abordent le système des timbres, les fameux timbres Marianne avec le visage de la République. Un système de couleurs très visuel. Oui, très simple. Le timbre vert, c'est l'envoi standard écologique, délai de 2 jours ouvrés. Le timbre rouge, c'est prioritaire, livraison le lendemain. Ça signale immédiatement l'urgence à la poste. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie quand on doit envoyer quelque chose de vraiment très important, de vital même? Le guide nous présente le concept ultime, la lettre recommandée avec accusé de réception. Probablement le concept le plus important du manuel. C'est un véritable bouclier légal. Un bouclier, oui. En France, la charge de la preuve est primordiale. Si on a un conflit avec un propriétaire ou un employeur, un email ou un appel téléphonique, ça n'a aucune valeur juridique solide. L'autre personne peut juste dire « j'ai rien reçu, j'en sais rien ». Exactement. La lettre recommandée résout ce problème. Elle certifie officiellement, par un tiers de confiance public, que le document a été expédié à une date précise et physiquement remis à la bonne personne. Et techniquement, comment ça marche? C'est l'accusé de réception, ce qu'on appelle souvent l'AR. De l'AR, oui. C'est un petit feuillet cartonné, vert ou rose, attaché à la lettre. Le facteur ne peut pas juste le glisser dans la boîte, il doit sonner. Il faut qu'il voie quelqu'un. J'ai une signature sur ce feuillet. Ensuite, la poste renvoie ce feuillet vert à l'expéditeur. Ce petit bout de carton avec une date et une signature devient une preuve irréfutable devant un tribunal. Mais et si la personne n'est pas chez elle? C'est super fréquent. C'est prévu. Le facteur laisse un avis de passage dans la boîte aux lettres, un petit papier qui dit qu'une lettre commandée attend. Le destinataire a alors exactement 15 jours consécutifs pour aller la chercher au bureau de poste avec sa pièce d'identité. Et s'il fait le mort, s'il n'y va pas? Eh bien, le détail juridique crucial est là. Même si la personne refuse d'y aller pendant ces 15 jours, la loi considère que la notification a été valablement faite à la date du premier passage du facteur. On ne peut pas fuir une lettre commandée indéfiniment. C'est très puissant. Le dialogue de Thomas dans le manuel montre le cas d'usage parfait, le préavis de départ. C'est la lettre officielle qu'un locataire envoie pour dire à son propriétaire qu'il quitte l'appartement. Les délais légaux sont très stricts, 1 à 3 mois. Donc si Thomas envoyait un simple mail, Le propriétaire pourrait prétendre l'avoir vu 3 semaines plus tard et obliger Thomas à payer 1 mois de loyer en plus. L'accusé de réception fige la date dans le marbre et protège le locataire. C'est pour ça qu'on paie 5 ou 6 euros pour ce service. On paie l'assurance juridique, pas juste le transport du papier. toute cette rigueur peut sembler écrasante, c'est vrai. Mais le guide donne aussi un kit de communication universel. Des phrases passe-partout, des phrases boucliers, on pourrait dire. Des formulations très efficaces au guichet, oui. Par exemple, quel est le délai de traitement? J'aime beaucoup celle-là. Ça montre qu'on comprend la mécanique, qu'on sait que ce n'est pas instantané. Ça évite de relancer le service subtilement. Une autre phrase clé des sources claires. En combien d'exemplaires faut-il ce document? Ah oui, les fameuses copies. L'administration demande souvent l'original plus plusieurs photocopies. Demander ça en amont, ça évite de devoir faire demi-tour le jour du rendez-vous. Et il y a un point très rassurant dans ce manuel. C'est l'importance de décomplexer l'incompréhension. On a le droit de ne pas comprendre un mot technique. C'est même une démarche stratégique. Les employés savent que leur jargon est complexe. Dire calmement et lentement « je ne comprends pas ce terme, pouvez-vous l'expliquer autrement ?» c'est pas une faiblesse. C'est juste demander une traduction en français courant. Exactement. Et l'immense majorité des employés au guichet sont prêts à aider si on est poli, si on utilise le conditionnel et qu'on explique clairement son besoin. C'est libérateur d'entendre ça. Nous voilà déjà arrivés au terme de cette exploration intense. Et si on synthétise les grandes victoires de ce matériel, on a parcouru un sacré chemin. On a décrypté la banque, avec ce fameux justificatif de domicile de moins de 3 mois. Pas d'exception. Aucune exception. On a maîtrisé le vocabulaire, le virement, le solde, le découvert et le fameux RIB avec l'IBAN et le BIC. On a compris le piège des jours ouvrés qui ignorent le week-end. Et puis, la poste, Colissimo pour le standard, Chronopost pour l'express, expéditeur et destinataire. Et enfin, cette puissance juridique incroyable de la lettre recommandée avec accusé de réception. Ce parcours démontre que tous ces mots ne sont pas des barrières arbitraires. C'est un cadre très précis. Maîtriser ça, c'est pas juste réussir un exercice de langue de niveau A2. C'est acquérir les clés de l'autonomie au quotidien. C'est pouvoir faire valoir ses droits. Se protéger en cas de litige. Oui, ne plus dépendre de quelqu'un d'autre.
Ça transforme une corvée stressante en simple formalité. Et l'installation en France devient infiniment plus sereine. Cela soulève d'ailleurs une question importante. Une réflexion finale assez fascinante pour prolonger la discussion. Je t'écoute. Le manuel propose un exercice pratique, chercher un vrai formulaire en ligne pour s'entraîner sans la pression du guichet. Mais si on prend de la hauteur, à quel point la structure même de cette langue administrative façonne-t-elle la culture profonde du pays? C'est une grande question. Si une société a développé des procédures aussi formalisées, aussi juridiquement contraignantes et méticuleuses que cette fameuse petite carte verte de la lettre recommandée, qu'est-ce que ça révèle sur la psychologie collective? Ça nous indique à quel point cette culture accorde une valeur sacrée à la trace écrite, à la preuve tangible, bien plus qu'à la simple parole donnée ou un arrangement informel. C'est une piste de réflexion vraiment captivante à méditer pour quiconque nous écoute. Comprendre que derrière chaque formulaire se cache une philosophie de la preuve et de l'égalité devant la règle, ça change tout. S'approprier ces démarches, c'est s'approprier un bout de la culture française. Un grand merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de nos sources. On espère que la prochaine fois que vous devrez, ou plutôt que la perspective d'aller à la banque se présentera, les guichets sembleront beaucoup moins intimidants.